Calvin-Marie se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant la vapeur s'élever de son café noir. Les arbres de l'Oregon s'étendaient au-delà de sa caravane comme un mur de silence vert. Des années, 4 ans après la disparition d'Ivy, et le policier la traitait encore de fugueuse. Ils avaient tort. Un père sait que le bruit des pneus sur le gravier perturbait ses pensées. Par la fenêtre, il vit la Honda de Mara s'arrêter à côté de son tas de bois. Elle en sortit lentement, prudemment. Quelque chose clochait. Calvin ouvrit la porte avant qu'elle ne frappe. « Tu es en avance. »« Dis donc, papa. » Le sourire de Mara semblait peint. Elle était trop maquillée pour un mardi matin. Le fond de teint était épais autour de son œil gauche. Il t'a encore frappé. « Papa, s'il te plaît. » Elle jeta un coup d'œil vers la route. « On peut entrer ?» Calvin s'écarta. Marlowe passa devant lui et entra dans le petit salon, le mouvement raide. Elle s'assit au bord de son fauteuil inclinable comme si elle allait s'enfuir. « Le café est frais, » dit Calvin. « Je vais bien. » Elle fit tourner son alliance. « J'ai une question à te poser. » Calvin attendit. Il avait appris la patience en 30 ans de soudure. Certains joints prenaient du temps à se remettre en place. Kiran est en déplacement professionnel. Salem, gros chantier. Les mots lui sont venus vite. La maison est en désordre et je ne peux pas. Enfin, j'ai besoin d'aide pour nettoyer avant son retour. Calvin étudia son visage. Le maquillage ne pouvait pas cacher complètement le gonflement. Depuis combien de temps est-il parti ? 3 jours, peut-être 4 de plus. Ce lâche est toujours en déplacement. Mara tressaillit. Il est sur un chantier à Salem. Les mensonges les entouraient comme de la fumée. Calvin était passé devant 3 chantiers à Salem la semaine dernière. Aucun n'était assez important pour nécessiter des ouvriers de l'extérieur pendant une semaine. Pourquoi ne peut-on pas nettoyer sa maison soi-même ? Ce n'est pas juste du ménage. La voix de Mara se brisa. Il y a des trucs au sous-sol. Des trucs lourds. Des cartons et tout. Je ne peux pas les déplacer toute seule. Calvin posa son café. Quel genre de choses ? Juste de vieux meubles, des rangements. S'il te plaît, papa. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Le désespoir dans sa voix lui rappela Ivy à 10 ans, le suppliant de ne pas se fâcher après qu'elle ait cassé quelque chose. Mais Marlowe avait 31 ans, trop vieux pour ce genre de peur. On pouvait engager des déménageurs. Non. Le mot était sec. Pas d'étrangers, juste la famille. Calvin regarda sa fille. Vraiment. Le maquillage, la façon prudente dont elle était assise, le tremblement de ses mains. Quoi qu'il se passe dans cette maison, elle s'y noyait. Je vais aider. Le soulagement inonda son visage. Merci. Tu peux venir aujourd'hui ? Donne-moi 1 heure. Après le départ de Mara, Calvin se tenait dans son allée, regardant la poussière se déposer sur ses pneus. L'air matinal sentait le pain et la pluie. Quelque part dans cette odeur se cachait quelque chose d'autre, quelque chose d'anormal. Il chargea sa boîte à outils dans son pick-up. Quoi qu'il arrive chez Mara, il l'affronterait. Mais il ne partirait pas sans préparation, car la maison de Mara était située sur un terrain de 800 mètres carrés, adossé à la forêt domaniale. Kiran avait acheté une maison de campagne bon marché des années 1980, avec un garage indépendant et un sous-sol, 3 ans auparavant. Calvin s'est garé derrière la Honda de Mara et a pris sa boîte à outils. La porte du sous-sol est coincée, dit Mara en la suivant à l'intérieur. Ça fait des mois, je crois que le cadre a bougé. Calvin hocha la tête, mais son regard balaya le salon. Tout semblait normal aussi. Normal. Les coussins du canapé étaient parfaitement disposés. Pas de poussière sur la table basse. L'endroit semblait mis en scène. Montre-moi ce sous-sol. Marlowe le conduisit à travers la cuisine jusqu'à un couloir. La porte du sous-sol était en bois peint en blanc avec un pêne dormant. Calvin passa ses doigts sur le cadre. Aucun signe de déplacement. La porte était solidement fixée dans son cadre. Elle me semble en bon état. Elle coince quand on essaie de l'ouvrir. La voix de Marla était tendue. La poignée tourne, mais elle ne bouge pas. Calvin testa la poignée. Elle tourne doucement, mais la porte ne bougea pas. Il colla son oreille contre le bois. Quelque chose la bloquait de l'autre côté.
Calvin trouva un tournevis dans le tiroir de la cuisine. Il retira le pêne dormant et l'examina. Le métal présentait des rayures récentes. Quelqu'un avait travaillé sur cette serrure récemment. À quand remonte votre dernière visite? Je ne vais pas au sous-sol. Marlowe s'entoura de ses bras. Kieran s'occupe de tout. Calvin réinstalla le pêne dormant et suivit Mara dans la cuisine. Elle lui indiqua les cartons qu'elle voulait déménager, principalement de vieux vêtements et des décorations de Noël. Du pain béni. Mais Calvin ne pensait qu'à cette porte du sous-sol. Pendant que Mara pliait du linge dans une chambre, Calvin explora. Dans le garage, il trouva un rouleau de chaîne lourde à moitié usagé accroché à un crochet. Une bobine de calibre 30, du genre utilisé pour l'exploitation forestière ou le remorquage. Pas vraiment nécessaire pour les travaux ménagers, il inspecta l'atelier, les outils propres, la quincaillerie rangée. Mais dans un coin, derrière une boîte à outils, il trouva une clé de cadenas scotchée sous une étagère. Calvin empocha la clé et continua son inspection. La maison semblait étrange, trop calme, trop contrôlée, comme si quelqu'un avait effacé toute trace de vie normale. Ce soir-là, Calvin aida Mara à préparer le dîner. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle marchait sur du verre. « Tu n'es pas obligé de rester, dit-elle. Je vais bien. Avec une maison de cette taille, tu ne devrais pas être seul. Papa, vraiment? J'y suis habitué. Calvin observa son visage. Kieran est-il souvent absent? Parfois, elle mélangeait la sauce pour pâtes sans le regarder. Son travail l'emmène ailleurs. Après le dîner, Calvin s'installa dans la chambre d'amis. Marlowe se coucha tôt, mais Calvin resta éveillé. Il écouta la maison se calmer autour de lui, le réfrigérateur qui tournoyait, la chaudière qui se mettait en marche, le vent qui soufflait sous les toits. Vers minuit, il l'entendit. Des pas, ni au-dessus ni en dessous. Quelqu'un marchait au sous-sol. Calvin resta immobile, comptant les pas comme s'il faisait les 100 pas, puis se tut en attendant 3 heures du matin avant d'enquêter. Utilisant la lampe de poche de son téléphone, il se glissa jusqu'à la porte du sous-sol. Le pêne dormant était toujours verrouillé, mais Calvin remarqua autre chose. Un fin fil qu'il avait placé dans l'entrebâillement de la porte plus tôt avait disparu. Quelqu'un avait ouvert cette porte ce soir-là. Le lendemain matin, Mara partit travailler à la banque. Calvin regarda sa Honda disparaître dans l'allée, puis alla chercher sa perceuse sans fil dans son camion. Le pêne dormant de la porte du sous-sol se détacha en quelques minutes. Calvin examina l'arrière. Des rayures fraîches sur le métal, là où quelqu'un l'avait forcé. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, quelqu'un le gardait secret. Il colla de nouveau son oreille contre le bois. Silence. Mais sous ce silence, il y avait autre chose. Le faible bourdonnement d'un équipement électrique. Calvin força le mécanisme de la serrure. Le forêt le traversa sans problème, mais lorsqu'il essaya la poignée, la porte ne bougeait toujours pas. Il appuya son épaule et poussa. Quelque chose de lourd racla le béton de l'autre côté. Avec effort, Calvin força la porte de 15 cm. De l'air froid s'en échappa, emportant l'odeur du béton et autre chose. Quelque chose d'organique qu'il se faufila par l'ouverture et se retrouva dans un escalier de sous-sol standard. Mais en bas, là où aurait dû se trouver le sous-sol principal, se trouvait une autre porte. Celle-ci était en acier, peinte en blanc, avec un lourd pêne dormant. Calvin descendit les marches. Le sous-sol autour de lui ressemblait à un chauffe-eau, une chaudière et des étagères de rangement ordinaires, mais quelqu'un avait construit cette porte en acier récemment. Le béton autour du cadre était plus récent que le reste du sous-sol. La clé du garage correspondait au pêne dormant de la porte en acier. Calvin tourna la clé et ouvrit la porte. L'air froid le frappa comme une claque. La pièce au-delà était sans fenêtre, insonorisée par des panneaux de mousse au mur. Des poutres en acier renforçaient le plafond. Dans un coin se trouvait un matelas, fin et taché. À côté, une chaîne était boulonnée au sol en béton, et, blottie contre le mur du fond, enveloppée dans une couverture sale, se trouvait Ivy Dalvin. Les jambes d'Ivy s'affaiblirent. Sa fille, sa petite fille, leva vers lui des yeux qui avaient trop vu. Elle était maigre, trop maigre, et ses cheveux pendaient, mous et sales. Mais c'était elle. Après 4 ans, c'était elle. Ivy. Elle recula en entendant sa voix, se recroquevillant plus profondément dans un coin. Je veux papa. Pas lui. Pas lui.
Le cœur de Calvin se brisa. Elle ne le reconnaissait pas. Des années passées dans ce trou avaient brisé quelque chose dans son esprit. Bébé, c'est moi. C'est papa. Les yeux d'Ivy se fixèrent sur son visage. La reconnaissance vacilla, puis s'embrasa. Papa. Calvin traversa la pièce en 3 pas et s'agenouilla près d'elle. De près, il pouvait constater l'étendue de son état. Des ecchymoses à divers stades de guérison couvraient ses bras, des traces de doigts violettes autour de ses biceps. Des marques jaune-vert le long de ses avant-bras. Ses poignets étaient à vif à cause des attaches. La peau raclée se transformait en chair rose. Des cernes ombrageaient ses yeux et ses pommettes se détachaient nettement sur ses joues creuses. Mais elle respirait. Elle était vivante. Je te sors d'ici. Calvin ramassa du lierre dans ses bras, couverture comprise. Elle ne pesait plus rien. Peut-être 40 kilos là où elle en pesait 54. Son corps était fragile, comme des os d'oiseau enveloppés dans du papier. Elle colla son visage contre son épaule et murmura, « C'est réel ? C'est réel, ma puce. Tu es en sécurité maintenant. » Il la porta dans l'escalier du sous-sol, traversa la cuisine, où la lumière matinale filtrait par les fenêtres et pénétra dans son camion. L'air frais sembla la surprendre. Elle cligna rapidement des yeux et tourna le visage vers le soleil comme si elle avait oublié ce que c'était. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'attacha sur le siège passager. « Où allons-nous ? demanda-t-elle. « À la maison. »« On rentre ?» Dans son allée, Calvin parvint à peine à atteindre le tas de bois que son estomac se vidait. Depuis des années. Pendant des années, sa fille était restée à 9 mètres sous terre pendant qu'il scrutait toutes les autoroutes entre l'Oregon et la Californie. Pendant qu'il appelait les hôpitaux et les morgues et collait des prospectus sur les poteaux téléphoniques, il restait éveillé chaque nuit, se demandant si elle avait froid, faim ou l'appelait. Quand il était vide, il s'essuyait la bouche et entrait appeler Hollis Blake. « Hollis, j'ai besoin que tu viennes. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Ivy. » Silence au téléphone. Ensuite, « J'arrive. » Pendant que Calvin attendait Hollis, il aida Ivy à prendre une douche et lui donna des vêtements propres. Elle bougeait comme si chaque mouvement lui faisait mal, mais elle était alerte. Quand elle parlait, sa voix était éraillée par le manque d'usage. Il dit, « Tu étais morte, » murmura-t-elle. Il me montra de fausses coupures de journaux. Un accident de voiture. Calvin sentit le meurtre lui monter à la poitrine. Qui t'a fait ça ? Kiran. Le nom sortait comme du poison. Et parfois sa mère. La vision de Calvin devint rouge. Kiran Kent. Un beau garçon au poing vif et au sourire faux. L'homme que sa fille aînée avait épousé. Depuis combien de temps ? Depuis des années. Depuis mes 17 ans, le regard d'Ivy s'est perdu. Il m'a obligé à l'appeler papa. J'ai arrêté de crier il y a des années. Calvin tenait sa fille dans ses bras, tremblante. Dans le silence de sa caravane, Ivy en sécurité dans ses bras, il lui a fait une promesse. Kiran Kent allait payer pour chaque jour, chaque heure, chaque minute de ce qu'il avait fait. Mais d'abord, Calvin devait comprendre exactement ce qui s'était passé et pourquoi son autre fille n'avait jamais cherché sa sœur. Cette nuit-là, Ivy a dormi 14 heures d'affilée. Calvin s'est assis près de son lit, la regardant respirer, planifiant sa prochaine action. Calvin a attendu qu'Ivy ait pris son petit déjeuner et paraisse plus forte avant de poser les questions difficiles. Ils étaient assis sur sa petite véranda, le soleil matinal filtrant à travers les pins. Ivy portait sa vieille chemise de flanelle et un jean ample. Elle avait pris 2 douches depuis son arrivée, se frottant la peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, mais elle bougeait toujours comme quelqu'un qui s'attend à être frappé. « Raconte-moi comment ça a commencé. » Ivy fixait son café, noir comme Calvin le buvait. Elle avait refusé la crème ou le sucre, comme si elle avait oublié qu'elle avait le droit à des préférences. J'avais 17 ans et je travaillais au restaurant du coin. Kiran venait parfois. Il était plus âgé, mais charmant, drôle, il me faisait me sentir spécial. Calvin ravala sa première réponse. Laisse-la parler. On est sortis ensemble pendant 3 mois. Il m'a emmené dans de bons restaurants, m'a acheté des bijoux, m'a dit que j'étais mature pour mon âge, que la plupart des filles de mon âge étaient trop bêtes pour lui. La voix d'Ivy était posée, mais ses mains tremblaient autour de la tasse de café. Je croyais l'aimer. Puis je suis tombée enceinte. Enceinte ? J'ai
Perdu le bébé à 12 semaines. Une fausse couche. Mais avant que ça n'arrive, j'en ai parlé à Mara. Je pensais qu'elle m'aiderait à trouver quoi faire. C'était ma grande sœur. Calvin sentit la glace se former dans son estomac. Qu'a dit Mara? Elle était furieuse. Elle a dit que je gâchais ma vie, que je foutais mon avenir en l'air. Elle m'a traité de stupide et d'insouciante. Mais ensuite, elle a eu ce regard. Ivy a frissonné comme si elle préparait quelque chose. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Gérer ça? Comment? Elle est allée voir Kiran, lui a dit que s'il me laissait tranquille et ne me recontactait plus, elle garderait le secret, personne ne saurait jamais pour la grossesse. Elle donnait l'impression de me protéger. Les poings de Calvin se sont serrés. Puis Kiran a accepté, mais il ne m'a pas laissé tranquille. Il a commencé à planifier. Il devait m'observer, apprendre mes habitudes. Tu m'as envoyé de faux SMS de toi et Mara disant que tu ne voulais plus me voir, que j'étais une déception et que la famille avait honte de moi. La poitrine de Calvin brûlait la nuit de ta disparition. Il m'a convaincu de le rencontrer une dernière fois pour discuter. Il a dit qu'il voulait s'excuser, peut-être trouver une solution. J'étais désespéré. Je pensais avoir perdu ma famille. Il est venu me chercher à l'arrêt de bus. Il a dit qu'on allait faire un tour en voiture pour se détendre. Calvin s'est levé et s'est dirigé vers la balustrade du porche. S'il regardait le visage d'Yvette pendant qu'elle racontait cette histoire, il risquait de perdre complètement le contrôle. Au lieu de ça, il m'a emmené chez sa mère. Le Nora. Elle avait tout préparé. La cave, les chaînes, l'insonorisation. Il préparait ça depuis des semaines. Bon sang. Ils m'ont gardé là-bas pendant 6 mois, le temps de finir la maison. Le Nora descendait et expérimentait. Elle essayait différentes façons de me briser. Différentes sortes de souffrances, différentes punitions. Kiran appelait ça un entraînement. Il disait que je devais apprendre à tenir ma place. Calvin s'est agrippé à la balustrade du porche jusqu'à en avoir les jointures blanches. Quand il m'a amené à la maison, Kiran sortait déjà avec Marlo. Je les entendais parfois parler en haut, rire, planifier leur mariage. Elle ne savait pas que j'étais en bas. Je crois qu'elle croyait vraiment que j'allais m'enfuir. Calvin se retourna pour faire face à sa fille. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de t'échapper ?» Le rire d'Ivy était amer et brisé. Moi, si. La première année, j'ai tout essayé. Hurler jusqu'au sang. Me battre jusqu'à en avoir les mains à vif. Essayer de crocheter les serrures avec tout ce que je trouvais. À chaque tentative, la punition s'intensifiait. Coups, jours sans nourriture. Une fois, il m'a enchaîné dans le noir complet pendant 2 semaines. Calvin s'est agenouillé près de sa chaise. On a fait ce qu'il fallait pour survivre. Finalement, j'ai compris que la seule façon de survivre était d'arrêter de me battre, de devenir ce qu'il voulait que je sois, une chose brisée qui disait « oui, monsieur, et merci », et qui ne causerait jamais d'ennui. Des larmes coulaient sur les joues d'Ivy. Il me faisait dire « tu étais morte ». Chaque matin, je devais le dire à voix haute. Mon père est mort. Je n'ai pas de famille, sauf Kiran. Si je ne le disais pas, ou si je n'étais pas assez convaincante, pas de nourriture ce jour-là. La vision de Calvin se brouillait de rage. Lorsqu'il parlait, sa voix était à peine contrôlée. Où est Lenora maintenant? Toujours chez elle, je crois. À une 15aine de kilomètres d'ici. Une maison bleue au volet blanc sur Pine Creek Road. Elle travaille au DMV. Accès au permis de conduire, adresse. Elle l'aida à choisir ses cibles. Calvin classa cette information. Que dois-je savoir d'autre? Ivy resta silencieuse un long moment, le regard perdu dans la forêt. Il y en avait d'autres, des filles. Kiran les emmenait parfois au sous-sol, pas pour rester, juste pour s'entraîner, pour voir ce qui fonctionnait. La voix d'Ivy devint monotone, sans émotion. Certaines se défendirent. D'autres ne s'en sortirent pas. Je les entendis crier. Je les entendis s'arrêter. Calvin perdit le contrôle. Il frappa le poteau du porche si fort qu'il se brisa les jointures. Du sang coula sur les planches de bois. Papa. Calvin regarda sa fille. Pendant des années d'enfer. Et elle le réconfortait. Je vais le tuer. Non. La voix d'Ivy était ferme. Si tu le tues,
tu iras en prison. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de toi vivante, mais on peut le faire payer. On peut s'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Calvin essuya le sang de sa main. Et après? On le fait payer, mais on le fait intelligemment. Nous rassemblons des preuves. Nous montons un dossier si solide que même le meilleur avocat du monde ne peut le sauver. Et puis le regard d'Yvette est devenu froid, plus dur que Calvin ne l'avait jamais vu. Puis nous le détruisons complètement, à jamais. Hollis Blake est arrivé cet après-midi-là au volant de sa vieille Chevrolet et portant un sac de sport. Il avait 62 ans, la carrure d'une souche d'arbre, tachée de noir permanent à la main par 40 ans de mécanique. Il connaissait Calvin depuis le lycée et Ivy depuis sa naissance. Jésus, Marie et Joseph, dit Hollis en voyant Ivy. Il la serra doucement dans ses bras comme si elle allait se briser. On pensait que tu étais parti pour de bon. J'ai failli l'être. Calvin étala son plan sur la table de la cuisine. Kieran revient demain ou après-demain. Il nous faut des preuves. Des preuves de ce qu'il a fait. Quel genre de preuves, demanda Hollis. Tout. Des vidéos, des enregistrements, des témoins. Assez pour le mettre en prison pour toujours. Ivy prit la parole. Il y a des caméras au sous-sol, autrefois cachées, que Kieran aimait regarder. Les images sont stockées sur un ordinateur de son bureau. Calvin sentit sa mâchoire se serrer. Où est le bureau? À l'étage, en face de la chambre principale. Le mot de passe de l'ordinateur est formation 123. Hollis sortit son téléphone. Mon neveu Tommy travaille dessus. Keys est un génie en informatique. Il pourrait cloner le disque dur, faire des copies de tout. Pas d'étrangers, dit Calvin. Ça reste entre nous. La famille de Tommy et lui me doivent beaucoup pour l'avoir fait sortir de prison l'année dernière. Calvin y réfléchit. Ils ont besoin d'une aide technique pour bien faire les choses. Saura-t-il se taire? Les enfants gardent des secrets depuis qu'il a 5 ans. Pendant qu'il planifiait, Calvin appela Delvin Rhodes. Delvin était l'ami d'Ivy au lycée. L'un des rares enfants en qui Calvin avait vraiment confiance. Maintenant, il travaillait comme ambulancier et passait son temps libre à coder des sites web pour des entreprises locales. Delvin, c'est Calvin Marie. Je dois vous voir ce soir, en privé. Tout va bien, monsieur Marie? Retrouvez-moi. Simplement sur le vieux chemin forestier en amont de Miller-Espont. 21h revenez seul. Ce soir-là, Calvin amena Ivy à la réunion. Delvin la regarda et pâlit. Bon sang. Tout le monde disait que vous aviez fui à Portland. C'est ce qu'on voulait faire croire, dit Ivy. J'ai besoin de votre aide, Delaware. Calvin expliqua la situation sans entrer dans les détails. Delvin écouta avec une colère grandissante. De quoi avez-vous besoin? Un endroit sur où Ivy puisse rester pendant qu'on s'occupe de ça. Un endroit où Kieran ne puisse pas la trouver. Delvin hocha immédiatement la tête. Ma cabane sur Black Creek. Elle est isolée, avec Internet par satellite, et je suis le seul à avoir les clés. Vous êtes sûr de ça? Demanda Calvin. Si ça tourne mal, vous pourriez avoir des ennuis. Ivy est comme un membre de la famille. Kieran Quinn demande de ses nouvelles en ville depuis des années. Ça m'a toujours fait froid dans le dos. Delvin resta bouche bée. Quoi que vous prépariez, comptez sur moi. Calvin étudia le visage du jeune homme. Delvin avait toujours été solide. Ni pas accent graveleuil ni tapageur, mais fiable. Tu gères l'aspect technique? Les ordinateurs, la surveillance, ce genre de choses. Je peux m'en occuper. Le lendemain, pendant que Marlowe était au travail, Calvin et Hollis s'introduisirent dans la maison. Tommy Blake, un jeune homme maigre de 20 ans, tatoué sur les manches et nerveux, les rejoignit avec un sac rempli de matériel. C'est du sérieux, digne d'un film d'espionnage, dit Tommy en clonant l'ordinateur de Kieran. La machine ronronna tandis que des flux de données étaient copiés sur plusieurs disques. Ton fils a des téraoctets de fichiers vidéo ici. Certains sont cryptés, mais je peux les déchiffrer. Ça pourrait prendre quelques heures. Calvin trouva le téléphone de Kieran en charge sur la table de nuit. Tommy le connecta à un appareil qui ressemblait à une clé USB, mais qui clignotait grâce à un circuit interne. Cela clonera tout, SMS, journaux d'appel, historique GPS, données d'application, même les fichiers supprimés. Cela prend environ 10 minutes si le téléphone coopère.
Pendant que Tommy travaillait, Calvin et Hollis fouillèrent méthodiquement le reste de la maison. Ils portaient des gants et se déplaçaient avec précaution, documentant tout avec des photos. Dans le placard de Kieran, derrière des manteaux d'hiver, ils trouvèrent un coffre-fort en métal. Calvin l'ouvrit avec un pied de biche. À l'intérieur se trouvaient des permis de conduire et des cartes de crédit. Au moins une douzaine de femmes différentes, toutes jeunes, blondes ou châtain clair comme Ivy. Aussi, des effets personnels, des bijoux, des barrettes à cheveux, un téléphone portable à l'écran fissuré. Ce salaud prépare ça depuis des années, dit Hollis en photographiant chaque objet. Regardez ça. Il a des profils sur chacun d'eux. Sous les permis se trouvait un dossier en papier craft contenant des notes manuscrites. Page après page, des détails. Observations sur différentes femmes, leurs horaires de travail, leurs adresses, leur routine quotidienne, leur situation familiale. Leurs âges variaient de 16 à 23 ans. Calvin lut les notes avec une horreur croissante. Kieran avait traqué ces femmes pendant des mois avant de les approcher. Il connaissait leur café préféré, leur heure de fin de travail, si elles vivaient seules. Certaines entrées étaient marquées, acquises à l'encre rouge. D'autres mentionnaient une perte d'intérêt ou un risque trop élevé. Dans l'atelier du sous-sol, ils découvrirent d'autres preuves. Des revues techniques décrivant différentes techniques d'entraînement, écrites de la main soignée de Kieran. Des schémas détaillés montrant comment insonoriser une pièce, installer des points de contention, optimiser l'éclairage des caméras de surveillance. Une revue était entièrement consacrée aux tactiques de manipulation psychologique, aux moyens de briser la volonté de quelqu'un sans laisser de preuves matérielles, aux méthodes pour créer une dépendance et une impuissance acquise. Karen avait étudié cela comme une science. Mon Dieu, murmura Hollis en lisant par-dessus l'épaule de Calvin. Il avait planifié chaque détail. Calvin photographia chaque page. Des preuves, tout ce qu'il fallait pour enterrer Kieran Kent à jamais. Tommy termina les ordinateurs et tendit Calvin, plusieurs clés USB. Tout y est. Fichiers vidéo, documents, historique de navigation, relevés financiers, tout. Votre gars a de sérieux problèmes. Quel genre de problème? L'historique de recherche à lui seul suffirait à le faire arrêter. Il a fait des recherches sur les techniques d'enlèvement, les méthodes d'interrogatoire, la torture psychologique. En plus, il a des comptes sur des sites web vraiment obscurs, des endroits où les gens partagent des conseils sur ce genre de choses. Calvin s'est senti mal. Et les fichiers vidéo, je ne les ai pas regardés. J'imagine que c'était à vous de décider, mais les noms des fichiers sont assez clairs sur ce qu'ils contiennent. Date, heure, description. Il a tout documenté. Le visage de Tommy était pâle. Il y a des centaines d'heures d'images. Calvin a empoché les clés. Pouvez-vous le localiser grâce au téléphone? Déjà fait. Votre garçon n'est pas à Salem. Tommy a montré une carte à Calvin sur son ordinateur portable. D'après les données GPS, il séjourne dans un motel à Portland depuis une semaine. Au même endroit tous les soirs. Calvin a étudié l'adresse. Qu'y a-t-il à proximité? Restaurant, bar, centre commercial. Mais voilà le plus intéressant. Il a une routine. Même restaurant tous les matins à 8 heures. Même bar tous les soirs vers 18 heures. Et puis, il va régulièrement dans un café où travaille une fille nommée Kim Morrison. Hollis se pencha par-dessus l'épaule de Calvin. Il travaille déjà sur le prochain. Comment connais-tu son nom? Tommy sourit. Réseaux sociaux. Il aime toutes ses publications Instagram, commente ses photos. Comportement typique d'un prédateur. Il établit une relation en ligne avant de passer à l'action en personne. Calvin étudiait les profils de Kelly sur les réseaux sociaux sur l'écran de Tommy. 20 ans, blonde, travaillant à temps partiel tout en suivant des cours dans un collège communautaire. Sa publication montrait quelqu'un de jeune et de confiant, exactement le type de Kieran. Il faut qu'on aille à Portland, dit Calvin. Quel est le plan? Demanda Hollis. Calvin examina les preuves éparpillées sur la table de la cuisine de Kieran. Photos, documents, fichiers électroniques, de quoi enfermer Kieran pour plusieurs vies. Mais ce n'était pas suffisant. La prison serait trop propre. Trop facile. D'abord, on documente tout ce qu'il a fait. On monte un dossier si solide qu'aucun avocat ne peut y toucher. Ensuite, on s'occupe directement de Kieran. Et la fille de Portland? On la sauve, mais on le fait sans effrayer Kieran.
Il ne doit pas savoir qu'on arrive. Ce soir-là, Calvin et Olish se sont rendus à Portland. Ils ont trouvé le camion de Kieran sur le parking d'un motel, puis ont surveillé le restaurant que Tommy avait identifié. À 20 heures précises, Kieran est entré avec une jeune femme, blonde, jolie, vêtue d'un uniforme de café. Fils de pute, a dit Hollis. Il en a encore une. Calvin observait à travers des jumelles Kieran et la femme assis dans un box d'angle. Elle avait l'air nerveuse mais excitée, jouant avec ses cheveux et riant à ses blagues. Le même langage corporel qu'Ivy avait dû afficher 4 ans plus tôt. Regardez-la. Elle n'en a aucune idée. Kieran exerçait son charme, se penchant vers elle, lui touchant la main par-dessus la table, établissant un contact visuel intense. La même routine qu'il avait perfectionnée au fil des années de chasse. Il faut la prévenir. Comment? Aller vers lui et dire que son petit ami est un kidnappeur. Elle ne nous croira pas. Les filles comme ça pensent toujours pouvoir repérer les méchants. Calvin continuait d'observer. Par la fenêtre du restaurant, il vit Kieran sortir son téléphone et montrer quelque chose à Kelly. Elle rit et hocha la tête avec enthousiasme. Il l'a déjà accroché, dit Hollis, préparant son plan. Au bout d'une heure, Kieran et Kelly quittèrent le restaurant ensemble. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à son camion, et Calvin entendit son rire traverser le parking. Suivez-les, dit Calvin. Hollis démarra le moteur et ils filèrent le camion de Kieran à distance. Il conduisit Kelly jusqu'à un petit immeuble, la raccompagna jusqu'à sa porte et l'embrassa pour lui dire bonne nuit. Le parfait gentleman. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, dit Hollis. Calvin regarda qui lui faire signe d'adieu depuis sa porte tandis que Kieran s'éloignait. Dans quelques jours, peut-être une semaine, il la convaincrait de venir à la maison. Il lui raconterait une histoire, comme quoi il voulait lui montrer quelque chose de spécial, un endroit privé où il pourrait être seul. On manque de temps, dit Calvin. Il va vite avec celle-là. Ils suivirent Kieran jusqu'à son motel et le regardèrent entrer. À travers les rideaux fins, Calvin le vit faire les 100 pas, parlant au téléphone, probablement à sa mère, la tenant au courant des progrès de sa nouvelle cible. Demain, dit Calvin, on passe à l'action demain. En rentrant chez lui, il trouva la Honda de Mara dans son allée. Elle était assise sur les marches de son Porsche en pleurs. « Où étais-tu » demanda-t-elle. « Je suis allé à la maison et tu n'étais pas là. » Calvin s'assit à côté d'elle. « L'heure de la vérité. »« Je l'ai trouvée, Mara. »« Qui ?»« Ivy. » Marlowe se figea. « De quoi parles-tu ?»« Je l'ai trouvée dans ton sous-sol, enchaînée comme un animal. Pendant des années, Mara, pendant des années, ton mari l'a gardée prisonnière et tu ne l'as jamais su. » Le visage de Mara devint blanc. « C'est impossible. » Ivy s'enfuit. Elle a quitté la ville. « Vraiment ? Où as-tu aidé Kieran à la faire disparaître ? » Jamais. Mara se leva en tremblant. « Tu mens. » Calvin sortit son téléphone et lui montra une photo du sous-sol. Mara fixa l'image, les chaînes, le matelas, les murs insonorisés. « C'est chez toi. 9 mètres plus bas, là où tu dors toutes les nuits. » Mara s'effondra sur les marches. « Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu le savais et tu l'as ignoré. Où est-elle maintenant ? » La voix de Mara était à peine audible. « En sécurité. Pas grâce à toi. » Mara leva les yeux vers Calvin, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas qu'il la tenait. Je pensais qu'elle avait quitté la ville après que je l'ai réprimandée. Je pensais qu'il l'avait oubliée. » Calvin cracha par terre à ses pieds. « Tu as échangé ta sœur contre un homme. Papa, s'il te plaît. » J'essayais de la protéger. Kieran était obsédé. Je pensais que si je lui donnais ce qu'il voulait, une relation avec moi, il laisserait Ivy tranquille. Comment ça s'est passé ? Mara enfouit son visage dans ses mains. J'ai fait une erreur. J'avais 19 ans et j'avais peur, et j'ai fait une terrible erreur. Calvin se leva. La conversation était terminée. Reste loin de ce qui va suivre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Calvin baissa les yeux vers sa fille aînée, celle qui a préféré son confort à la sécurité de sa sœur. Je vais réparer ce que tu as contribué à briser. Papa, tu ne peux pas. Si tu blesses Kieran, tu iras en prison. Peut-être.
Mais il ne fera plus jamais de mal à personne. Calvin se dirigea vers son camion sans se retourner. Derrière lui, il entendit Mara pleurer sur le porche. Il s'en fichait. Elle avait fait son choix il y a 4 ans. Maintenant, elle en subirait les conséquences. Cette nuit-là, Calvin appela Hollis. Il est temps. Tu es sûr de ça? Kieran rentre demain. Tommy l'a confirmé grâce au GPS du téléphone. On doit être prêt. Calvin passa le reste de la soirée à nettoyer ses outils. Une clé à pipe, une pince, une marteau, outil simple pour une simple overdose de J à minuit. Il se rendit au chalet de Delvin pour voir comment allait Ivy. Elle était assise près de la cheminée, lisant un livre. Elle avait meilleure mine. Ses joues avaient repris des couleurs, ses os étaient plus charnus. Prête pour ça? Demanda Calvin. Ivy posa son livre. Vas-tu le tuer? Non, mais il regrettera que je l'ai fait. Bien. Sa voix était froide, neutre. Assure-toi qu'il comprenne pourquoi ça arrive. Calvin embrassa le front de sa fille. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Rapporte-moi quelque chose. Quoi? Ivy sourit pour la première fois depuis que Calvin l'avait trouvé. Sa peur. Je veux savoir qu'il a autant peur que moi. Calvin rentra chez lui à travers la forêt sombre. Demain, Kieran Kent rentrerait dans une maison vide, mais il ne serait pas seul longtemps. Calvin se posta dans la cuisine de Mara avant l'aube. Il avait crocheté la serrure de la porte arrière grâce à ses 30 ans de travail avec les systèmes de sécurité sur les chantiers. L'alarme de la maison avait été facile à activer. Désactiver. Ivy se souvenait des habitudes de Kieran, de la façon dont il utilisait toujours les mêmes 4 chiffres pour tout. Calvin était maintenant assis à la table de la cuisine, une clé à molette sur les genoux, attendant. Il se plaça de manière à pouvoir voir à la fois l'entrée principale et le couloir menant au sous-sol. La lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres semblait différente. Plus propre, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La maison semblait différente sans le lierre emprisonné en dessous. Plus propre, comme si une malédiction avait été levée des fondations elles-mêmes. 8h09. Calvin entendit des pneus sur le gravier. Par la fenêtre, il regarda le pick-up noir de Kieran s'engager dans l'allée. L'homme en personne en sortit, grand, mince, avec des cheveux soigneusement coiffés et un jean de marque qui coûtait probablement plus cher que le paiement du pick-up de Calvin. Il ressemblait à un mannequin de magazine, pas à un monstre. C'est ainsi qu'il avait trompé tant de gens. Calvin resta assis tandis que des pas approchaient de la porte d'entrée. Le tintement des clés résonna, le son d'un homme rentrant chez lui, confiant et sans méfiance. Le pen dormant tourna avec un bruit métallique. Cliquez. Marlowe Kieran a crié alors que la porte s'ouvrit. Je suis à la maison tôt. Terminez le travail avant la date prévue. Aucune réponse. Calvin a écouté les pas de Kieran se déplacer dans le salon vers la cuisine. Bottes de créateur sur les planchers de bois franc. Le son d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de faire du bruit. Lorsque Kieran a contourné le coin et a vu Calvin assis là, son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide et surprise de trouver quelqu'un dans sa maison. Confusion à reconnaître qui il s'agissait. Puis le calcul comme son esprit a essayé de traiter ce que cela signifiait. Qu'est-ce que tu fais ici, vieil homme? Calvin n'a pas bougé. Il s'assit parfaitement encore, étudiant l'homme qui avait volé 4 ans de la vie de sa fille. De près, Kieran avait l'air plus jeune que ses 33 ans. Doux sur les bords, comme quelqu'un qui n'avait jamais été dans un vrai combat. Vous attend. Où est Mara? La voix de Kieran portait l'autorité automatique de quelqu'un avait l'habitude d'être obéi. Gaboté. Kieran s'est rapproché, sa jolie confiance en garçon revenant. Dans son propre maison, entouré de ses propres affaires, il se sentait en sécurité. Vous devez partir. C'est ma maison. Calvin pouvait sentir la colonne de Kieran. Quelque chose de chair et de sabotage. L'odeur d'un homme qui a trop essayé d'être attrayant. Je sais ce que tu as fait. Quelque chose clignote dans les yeux de Kieran. Un rapide éclair de panique avant de reprendre le contrôle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pendant des années, Kieran. Pendant des années, vous l'avez gardé. Maintenant, Kieran a compris. Le calcul dans ses yeux s'est affûté et Calvin pouvait le voir peser ses options. Combattre ou courir.
parler de son chemin ou essayer d'éliminer la menace. Sa main se déplaçait lentement vers le bloc de couteau sur le comptoir. Calvin se leva avec une lenteur délibérée, la clé à pipe se déplaçant vers sa main droite. L'outil était solide et familier. Saisine de drop forge steel, usée en douceur des années de travail honnête. C'est pour l'apprendre. Kieran a essayé de saisir un couteau de sculpture du bloc. Calvin s'est déplacé plus vite qu'un homme de son âge aurait dû être capable. La clé à pipe a attrapé Kieran de l'autre côté du pont de son nez avec une fissure humide qui résonnait à travers la cuisine. Le sang a explosé sur son visage tandis que le cartilage se brissait et que sa tête se glissait en arrière. Kieran trébucha contre le réfrigérateur, les deux mains volant vers son nez ruiné. Le sang coulait entre ses doigts et éclaboussa sa chemise chère. C'est pour lui faire du mal. Calvin a attrapé la chemise de Kieran avec sa main gauche et a conduit un genou dans ses côtes. Il sentit les os se fissurer sous l'impact, au moins 2 côtes, peut-être 3. Kieran a doublé, haletant et étouffant sur son propre sang. Calvin l'a jeté contre l'îlot de cuisine, puis est méthodiquement allé travailler. Des années de balançage des outils lourds lui avaient donné un contrôle précis sur ses grèves. La clé à tuyau a cassé le bras gauche de Kieran au coude avec un son comme une branche d'arbre claquant. Le deuxième swing a brisé sa rotule droite, un croquant humide qui l'a laissé tomber au sol. Lorsque Kieran est tombé, Calvin a piétiné sa cheville avec sa botte de travail jusqu'à ce qu'elle se penche sous un angle non naturel. Kieran a crié et supplié, du sang coulant de son nez cassé sur le sol de la cuisine et étalant les flaques d'eau. Calvin se dirigea vers la porte d'entrée, le verrouilla et empocha la clé. Puis il est retourné à l'endroit où Kieran se tordait sur les carreaux. « S'il vous plaît, halta Kieran entre les dents cassées. Je peux expliquer. Je peux vous payer. Quoi que vous ayez rempli Calvin. Plaide, chaque fois que vous l'avez cassé, chaque fois que vous avez fait de la porte à la porte, en train de faire une pression régulière. Avec sa seule bonne main, essayant de se tirer en avant. Calvin s'agenouilla à côté de lui, assez proche pour voir la terreur dans ses yeux. La fille de Portland, Killy Morrison, vous prévoyez de lui faire la même chose? La bouche de Kieran se déplaçait, mais aucun son n'est sorti, sauf les halètements humides. Répondez-moi. Non, chuchota Kieran. Elle était juste de la compagnie. Je n'allais pas lui faire de mal. Calvin a attrapé la bonne main restante de Kieran et a plié les doigts en arrière jusqu'à ce qu'ils se cassent comme des brindilles. Ne me mens pas. J'ai vu vos revues, vos recherches, votre collection de permis de conduire. Kieran hurla à nouveau, le son faisant écho au mur de la cuisine. Oui. Oui, j'allais l'amener ici comme les autres. Combien d'autres? Je ne m'en souviens pas exactement. Calvin a cassé un autre doigt. Combien? 7, peut-être 8. Certains d'entre eux n'étaient que de la pratique. Je les laisse partir. Pratiquer pourquoi? Les yeux de Kieran se dirigeaient vers la porte du sous-sol. Pour elle? Pour Ivy? Qu'elle était spéciale. Les autres étaient juste pour savoir ce qui a fonctionné. Calvin sentit une rage froide s'installer dans sa poitrine. Eleonora, ta mère, quelle était sa part dans ce domaine? Elle m'a aidé à les choisir, m'a appris à les décomposer. Elle a dit que nous les améliorions, leur apprenant leur place. Calvin se leva lentement. Kieran était allongé sur le sol de la cuisine dans une piscine écartée de son propre sang, paralysé de la poitrine vers le bas, les 2 bras cassés, la plupart de ses doigts brisés, ses vêtements chers étaient ruinés, son visage parfait détruit. C'est la miséricorde, a déclaré Calvin, en regardant l'homme brisé. Vous auriez dû mourir dans ce sous-sol avec vos victimes. Calvin a sorti le téléphone portable de Kieran et a composé le 911 au 911. Quelle est votre urgence? Il y a eu un accident, a déclaré Calvin d'une voix calme. L'homme est gravement blessé. On dirait qu'il est tombé dans des escaliers. Il a donné l'adresse et a raccroché, puis est sorti par la porte arrière. De la perte de sang, Anza ne fonctionne plus jamais. Par le système de surveillance de Kieran. Rapport. Les images étaient trop graphiques pour montrer non édité, mais les descriptions étaient suffisantes. Les gros titres ont crié à travers l'État. Sous-sol des horreurs pour des années de torture. Le monstre d'Axe en grave côté. Les députés du shérif ont fait une descente dans la maison de Lenora Kent à l'aube le lendemain. Ils ont trouvé des revues détaillées documentant les expériences de Kieran avec plusieurs victimes au cours des 6 dernières années. Salle. After Room of Evidence,
caméras cachées, équipements d'enregistrement, collection d'articles personnels tirés de femmes disparues dans 3 États. Dans la chambre de Lenore. Ils ont découvert un mur recouvert de photographies, des dizaines de jeunes femmes avec des notes manuscrites attachées décrivant leur potentiel, leurs faiblesses, leurs points de rupture. Au centre se trouvait une photo d'Ivy à 17 ans, encerclée en marqueur rouge et étiquetée un candidat parfait acquis. Les journaux ont révélé la portée complète de leur opération. Lenora avait utilisé son travail au DMV pour accéder aux photos de permis de conduire et aux informations personnelles. Elle avait aidé son fils à identifier les cibles, rechercher leurs antécédents, les approches de plans. Les notes ont montré un détachement clinique traitant des êtres humains comme des animaux de laboratoire. 0. Un journal entré daté de 6 mois avant la disparition d'Ivy. Le sujet de lecture doit être isolé de la structure de soutien familial avant que la manipulation émotionnelle de l'acquisition soit plus efficace que la force physique pour la conformité initiale recommandée. La crise de la scène pour créer une dépendance a été arrêtée à son bureau au DMV entouré par une heure de ses collègues qui n'avaient aucune idée de sa recherche avec ses recherches. Elle semblait vraiment confuse sur la raison pour laquelle tout le monde était si bouleversé. Ces filles avaient besoin d'apprendre leur place, a-t-elle déclaré au détective. Kieran leur enseignait de précieuses leçons sur le respect et l'obéissance. Nous les aidons à devenir de meilleures femmes. Kim Morrison s'est présentée volontairement après avoir vu les reportages. Elle a parlé à la police des plans de Kieran de l'amener chez lui le week-end suivant pour une surprise spéciale. Il la préparait depuis des semaines, faisant confiance, la faisant se sentir spéciale et choisie. Il semblait si normal, a-t-elle dit au journaliste à travers des larmes. Charmant, sophistiqué. Il m'a acheté le dîner, m'a dit que j'étais mature pour mon âge que la plupart des filles ne pouvaient pas comprendre comme je l'ai fait. Si je n'avais pas vu la nouvelle, l'enquête s'est développée rapidement. La police a lié Kieran à au moins 12 femmes disparues dans l'Oregon, Washington et le nord de la Californie. Certains ont été retrouvés morts dans des endroits éloignés. D'autres manquaient encore. Leur famille s'accroche à espérer que cela poussait de jour en jour. Des accusations fédérales ont été déposées dans une semaine. Enlèvement à travers les lignes de l'État, la traite des êtres humains, le complot, le racket, la violation des droits civils sous la couleur de la loi. L'État a ajouté des accusations de viol au premier degré, des voies de fait au premier degré, une peine d'emprisonnement illégale, une tentative de meurtre et un complot criminel. Calvin a été interrogé 2 fois par différents enquêteurs. Les 2 fois, il avait des alibis solides soigneusement construits avec des images de sécurité d'aide de Hollis d'une quincaillerie le montrant des fournitures d'achat à 50 000 reçues d'un eurodatage de restaurant pendant l'attaque. Des témoins qui se sont souvenus de voir son camion distinctif dans une station-service. Quelqu'un a fait un numéro sur Kieran Kent. Le détective Mills a déclaré à Calvin lors de la 2e interview. Travail professionnel. Savait exactement comment le blesser sans le tuer. Appris de réelles compétences et de planification. Calvin haussa les épaules, jouant le rôle d'un vieil homme confus pris dans des événements au-delà de sa compréhension. Peut-être qu'il l'avait venu. Peut-être qu'il l'a fait. Une idée qui pourrait vouloir le blesser aussi mal? Pourrait être n'importe qui. L'homme comme ça fait des ennemis. Famille de ces filles qu'il a blessées. D'autres détenus lorsque Ward contourne ce qu'il a fait. Le détective Mills a étudié le visage de Calvin à la recherche de comptes. Mais Calvin avait pratiqué cette conversation à la tête des dizaines de fois. Son expression est restée neutre, légèrement déconcertée. Où étiez-vous? Mardi matin entre 8h et 10h00, Calvin a de nouveau fourni son alibi. Le détective a pris des notes mais n'a pas appuyé plus fort. Sans preuve ou témoin physique, l'enquête sur l'agression d'Akira resterait ouverte, mais en point actif 6 mois plus tard, Kieran Kent a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour des accusations fédérales. Plus 200 ans supplémentaires sur les frais d'État. Le juge l'a appelé l'un des cas les plus inquiétants d'abus systématiques et de traite des êtres humains qu'elle ait jamais vu. Pendant la condamnation, les membres de la famille des victimes ont été autorisés à parler. Ivy a choisi de ne pas y assister, mais elle a soumis une déclaration écrite que le juge a lue à haute voix. Kieran Kent a volé 4 ans de ma vie. Il a essayé de voler mon esprit, mon espoir. Il a échoué. J'ai survécu parce que je me souviens que quelqu'un m'aimait et ne cesserait jamais de me chercher. Maintenant, je veux que d'autres survivants sachent que la récupération est possible. Que des monstres comme Kieran Kent puissent être arrêtés. Cette justice, même lorsqu'elle vient lentement, est toujours la justice. Lenora a reçu 20 ans pour avoir aidé et encouragé.
Elle est décédée d'une crise cardiaque massive dans le pénitencier de l'État 18 mois plus tard, seule dans sa cellule, n'ayant jamais montré de remords authentiques pour ses crimes. Mara a disparu après la fin du procès. Elle s'était assise dans la rangée arrière pendant la condamnation, portant des lunettes de soleil sombre et un capot, essayant de rester invisible. Lorsque le juge a lu l'avis de verdict sans libération conditionnelle, elle était sortie sans parler à personne. En une semaine, elle a mis la maison en vente à un développeur qui la bulldozer immédiatement. Le sous-sol où Ivy avait été tenue était rempli de béton et enterré sous des tonnes de terre. Aucun mémorial n'a marqué l'endroit où tant de souffrances s'étaient produites. Calvin a entendu un voisin que Mara avait déménagé en Californie sous son nom de jeune fille. Elle avait retiré l'intégralité de ses économies, quitté son emploi à la banque sans préavis et a disparu une nuit comme de la fumée. Calvin s'en fichait. Il l'avait écrite le jour où il a trouvé Ivy enchaînée dans ce sous-sol. L'argent du règlement des actifs saisis de Kiran était substantiel. La maison, son camion, les comptes bancaires, même une police d'assurance vie qui n'avait pas été annulée par ses condamnations pénales. Calvin l'a utilisée pour acheter une petite cabine sur 50 acres de terre boisée. Loin de la ville, loin des souvenirs. La cabine était simple mais solide. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine avec des fenêtres qui regardaient sur des pins sans fin. Ivy a emménagé avec lui sans discussion. Ils avaient des chambres séparées, mais des repas et des conversations partagées, et le lent processus de guérison que la récupération d'Ivy n'était pas linéaire. Certains jours, elle semblait presque normale, riant de quelque chose à la télévision, fredonnant elle préparait le petit déjeuner, parlant peut-être de suivre nos cours. D'autres jours, Calvin la trouverait assise immobile sur le porche, fixant la forêt avec des yeux qui voyaient des choses qui n'étaient pas là. Elle tressaillit toujours au bruit soudain et ne pouvait pas dormir avec la porte fermée. Lorsque les orages sont venus, elle avait rythmé la cabine comme un animal en cage jusqu'à ce que Calvin apprenne à jouer de la musique assez fort pour couvrir le son de la pluie. Certains dégâts ne pouvaient pas être annulés, seulement gérés. Mais progressivement, de petites améliorations se sont accumulées. Elle a recommencé à peindre. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis le lycée. Ses premières toiles étaient sombres et violentes, pleines d'ombres et de chaînes et de personnages sans visage. Calvin les a accrochées dans la cabine de toute façon, comprenant qu'elle devait externaliser le poison avant qu'elle ne puisse commencer à guérir. Au fil des mois, la couleur s'est ramenée dans son travail. Espace léger et ouvert, visage avec des expressions autres que la peur. Les peintures sont devenues des fenêtres dans son rétablissement. Calvin pourrait suivre ses progrès à travers des coups de pinceau et des choix de palette. Vous peignez plus de levers de soleil ces derniers temps, a-t-il observé un matin en la regardant travailler sur une toile. Cela montrait des montagnes baignées d'une lumière dorée. C'est différent maintenant, comme s'il y aura un autre jour. Vous savez, pendant 4 ans, chaque jour était exactement le même. Maintenant, chacun est possible. Calvin a compris. Ses propres jours avaient également changé. Pendant 4 ans, il s'était réveillé en pensant à Ivy, où elle était, si elle était vivante, comment la trouver. Maintenant, il s'est réveillé en pensant au café et au temps et si le toit avait besoin de réparation, de pensées normales pour les gens normaux. Ils ont établi des routines. Café ensemble tous les matins, en regardant le soleil se lever par la fenêtre de la cuisine. Ivy a peint pendant que Calvin travaillait sur les améliorations de la cabine, fixant le pont, divisant le bois de chauffage, entretenant le générateur. Dîner ensemble tous les soirs, généralement suivi d'une lecture ou d'une conversation par la cheminée. Parfois, Ivy a parlé de sa captivité, mais pas souvent et jamais en détail. Elle avait mentionné quelque chose que Kiran avait dit ou fait, généralement dans le contexte d'expliquer pourquoi certaines choses l'effrayaient encore. Calvin a écouté sans jugement, comprenant qu'elle avait besoin de contrôler la quantité de cette obscurité qu'elle laissait échapper à la fois. Il avait l'habitude de dire moi que tu sois mieux sans moi. Elle a dit un soir pendant qu'il regardait une tempête se déplacer à travers la vallée en dessous. Que j'ai été des biens endommagés qu'aucune famille décente ne voudrait que je revienne. Calvin s'assit sur son café et la regarda. Croyez-vous cela? Certains jours pas autant qu'avant. Tu es ma fille. Ce n'est conditionnel à rien. Pas ce qui vous est arrivé. Pas ce que vous deviez faire pour survivre. Non pas si vous êtes endommagé ou entier. Tu es à moi. Et je voulais que vous reveniez chaque jour. Ivy sourit un vrai sourire, pas l'expression minutieuse qu'elle avait portée au cours de ses premières semaines. Je sais. C'est ce qui m'a maintenu en vie.
Hollis Blake s'est rendu régulièrement visiter jusqu'à ce que son cœur donne un an après le procès. Il a développé une affection grand-père pour Ivy, apportant ses fournitures d'art et ses livres, en séjournant pour le dîner lorsque Calvin l'a invité. Sa mort les a frappés tous les deux. Mais il avait été la seule personne en dehors de leur petite famille qui a vraiment compris ce qu'elle avait vécu. Il pouvait y créer ses funérailles. Ivy a approché Calvin avec une idée qui l'a surpris. « Je veux peindre quelque chose pour lui, quelque chose de public. » Elle a passé 3 mois sur la peinture murale à travailler dans l'arrière-salle du vieux garage de Hollis que son neveu avait converti en espace commémoratif. La peinture montrait un vieux loup grisonnant qui se préparait sur un renard roux blessé. Les yeux du loup étaient gentils mais féroces, protecteurs. Le renard était petit et blessé mais ininterrompu, regardant vers un horizon plein de possibilités. Une fois terminé, ils l'ont accroché au front office du garage où les visiteurs pouvaient le voir. Sous une petite plaque de bronze lue pour Hollis Blake Franc, protecteur gardien pour ceux qui veillent sur les innocents. La murale a attiré l'attention des journaux locaux et des blogs d'art. Ivy a accordé une interview parlant attentivement de la survie et du rétablissement sans mentionner des détails sur son épreuve. L'article s'est concentré sur son talent artistique et un message d'espoir dans son travail. L'art m'a sauvé, a-t-elle déclaré aux journalistes. Ayant quelque chose à créer, quelque chose de beau à mettre dans le monde. Cela m'a rappelé que j'étais plus que ce qui m'est arrivé. 2 ans après le procès, Calvin a fait un dernier voyage. La prison de sécurité maximale où Kieran était installé se trouvait une forteresse en béton entourée de fils de rasoir et de tours de guet. Calvin a dû se soumettre à plusieurs vérifications de sécurité et vérifications des antécédents avant d'être approuvé pour le laisser-passer d'un visiteur. La salle de visite était stérile et des chaises en plastique oppressives boulonnées au sol. Gardien en regardant dans les coins, des caméras enregistrant chaque mot et geste. Quand ils ont fait rouler Kieran, Calvin a été choqué par le changement de son apparence. Le point 4 ans en garde à vue n'avait pas été gentil avec lui. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient maintenant gris et amincissants. Son visage était gant, marqué par le genre de coulée qui venait de ne jamais voir la lumière du soleil. Il ne pouvait pas utiliser ses mains correctement. Ils ont été tordus en griffes de lésions nerveuses, et il a légèrement bave quand il a parlé. Mais ses yeux tenaient toujours ce calcul de l'intelligence. Et quand il a vu Calvin, il se remplissait d'une haine qui avait été soigneusement nourrie à travers des années d'impuissance. « Que voulez-vous » demanda Kieran. Sa voix a été éteinte des lésions cérébrales qu'il avait subies pendant ces minutes saignant sur le sol de sa cuisine. Calvin a étudié l'homme qui avait volé 4 ans de la vie de sa fille. Cassé, impuissant, dépend des autres pour ses besoins les plus élémentaires. Le contraste entre cette épave et le prédateur confiant qui avait autrefois terrorisé les jeunes femmes était austère. Rien, a déclaré Calvin. Enfin. Je voulais juste te voir comme ça. Les yeux de Kieran clignotèrent avec la vieille rage. Elle ne sera jamais normale. Tu le sais, non ? Je l'ai brisée d'une manière qui ne peut pas être réparée. Chaque jour, elle se souvient de ce que je lui ai fait, ce que je l'ai fait faire. Vous ne pouvez pas annuler 4 ans de formation. Calvin se pencha légèrement en avant. Peut-être, mais elle est libre. Elle peint. Elle rit. Elle a un avenir. Elle a des gens qui l'aiment. Qu'avez-vous ? Calvin se leva et se dirigea vers la sortie. Derrière lui. Kieran a appelé avec du venin désespéré. Je rêve d'elle tous les soirs de ce que je lui ai fait. Elle ne m'échappera jamais complètement. Vous ne le ferez pas non plus. Calvin s'arrêta à la porte sans se retourner. Vous ne le ferez pas non plus. Il sortit dans la lumière du soleil, respirait de l'air propre, rentrant chez lui vers sa fille, qui était vivante et guérissante et peignant des images de Sunrise. Ce soir-là, Calvin est rentré chez elle pour trouver Ivy dans son studio travaillant sur une nouvelle peinture. Celui-ci a montré un lac de montagne à l'aube. Rien que la lumière et la possibilité reflétées dans l'eau immobile. La période sombre de son art semblait se terminer, remplacée par quelque chose qui avalait en avant. Comment ça s'est passé ? Demanda-t-elle sans se retourner, son pinceau stable alors qu'elle ajoutait des points forts aux pics éloignés. C'est terminé. Ivy posa son pinceau et lui faisait face. Tout cela. Tout cela. Elle le serra dans ses bras. Puis, cette jeune femme forte qui avait survécu à 4 ans de torture systématique et qui sortait de l'autre côté ininterrompue. Ses bras étaient stables autour de lui. Sa respiration calme.
Quel que soit le pouvoir que Kiran Kent avait tenu autrefois au-dessus d'elle était vraiment parti. Calvin avait commis de nombreuses erreurs dans sa vie. Il avait parfois été trop dur, d'autres trop éloigné. Il n'avait pas réussi à protéger Ivy quand elle en avait le plus besoin, mais il avait tenu sa promesse à la fin. Il avait trouvé sa fille et l'avait ramenée à la maison et s'est assuré le monstre qui lui avait blessé ne pourrait jamais blesser personne d'autre. Que dans la cabine, ils avaient construit ensemble, entourés de peintures qui montraient un monde plein de lumière et de possibilités. C'était suffisant. C'était plus que suffisant pour que ce soit.